Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle rencontre avec les métiers de l'industrie du futur qui nous conduit donc aujourd'hui en Bretagne et particulièrement à Concarneau, donc dans l'entreprise Piriou qui nous fait le grand plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Alors, je me présente, je suis Martine Assard, responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom, un groupe d'écoles publiques, 7 écoles d'ingénieurs et une business school, toutes réparties sur l'ensemble du territoire. Avant de vous présenter le programme, je voulais aussi vous rappeler l'existence du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, dont découle cette action et qui rentre aussi dans sa 6e session, puisqu'il est accessible depuis le 14 octobre dernier, et qui vous propose un parcours découverte pour mieux connaître 6 grandes fonctions clés de l'industrie, avec aussi 18 métiers en tension sur tous les niveaux de qualification, en vous donnant quelques informations particulières, comme l'ensemble des voies d'accès pour y accéder, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Et ce MOOC est hébergé donc sur la plateforme FunMOOC, donc France Université Numérique, qui est donc partenaire de l'Institut Mines Télécom. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons, alors j'avais juste envie quand même, et voilà, je vais aussi vous envoyer le petit lien que j'allais oublier de vous envoyer, qui est disponible là dans le chat pour pouvoir vous inscrire sur ce MOOC. Et donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, donc on est chez Piriou. Piriou, qui est un constructeur, un réparateur naval qui est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance de navires de taille moyenne pour la défense, les services maritimes ainsi que les industries offshore. Avec ce qui est notable dans cette entreprise, c'est un savoir-faire développé depuis un certain nombre d'années, combiné à l'innovation technologique comme à l'artisanat, avec en même temps une démarche sur tout ce qui est durabilité, le respect de l'environnement que nous allons découvrir avec les participants et les collaborateurs de cette entreprise. Donc, un premier temps d'échange avec nos différents participants et comme toujours, une séquence qui sera dédiée à l'orientation et qui nous est proposée chaque mois par l'ONICEP, comme un temps de questions-réponses qui sera planifié en fin d'émission. Donc, n'hésitez pas. Dès lors que nos premiers participants vont commencer à prendre la parole, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la petite boîte de dialogue à cet effet, posez vos questions et on y répondra à la fin. Donc, je vais aussi en profiter avant d'accueillir notre première invitée pour vous proposer donc une petite enquête, un petit sondage, voilà, pour savoir un petit peu qui vous êtes. Voilà, donc je vous laisse un petit moment pour y répondre et j'en profite du coup pour accueillir notre première invitée. Donc j'accueille François Lebarz qui va donc nous présenter son entreprise, ses activités. Mais d'abord François, bonjour. Bonjour Martine. Eh bien j'aimerais un petit peu, comme ceux qui nous regardent, en savoir un petit peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené chez Piriou. Très bien. Merci déjà à l'IMT d'être venu jusqu'à nous. Oui, c'est vrai, le micro. Bonjour. Excusez-moi, je ne suis pas habitué au plateau télé. Bah, c'est pas grave. Bon, ok. Donc, merci déjà à l'UMT d'être venu jusqu'à nous, à Concarneau, dans cette belle ville du Finistère. Et donc, notre job aujourd'hui, ça va être de vous faire découvrir les métiers et ce qu'est le groupe Piriou. Donc, moi, je suis responsable développement au sein des ressources humaines et aussi en charge de la population des cadres et de l'expatriation. Je suis arrivé dans le groupe en 2016. Et puis j'ai 53 ans. Donc moi j'ai une formation initiale à la base de finance et je suis arrivé en fait dans la RH via les politiques de rémunération, tout ce qui est un peu financier en fait. Et assez rapidement j'ai basculé vers la mobilité internationale. J'ai travaillé dans 2 secteurs avant de rejoindre l'industrie.
dans le secteur de la bourse, mais aussi dans le secteur de la logistique en Afrique. Ok. Voilà. Donc une grande partie de ma carrière en région parisienne, en fait, avant de choisir de venir en Bretagne, là où j'ai mes racines, parce que je suis un petit peu breton. Et donc avec ma famille, on est venu s'installer ici il y a quelques années. Donc au sein de l'équipe RH, moi j'ai en charge le recrutement des cadres sur le territoire national et aussi international. Et puis je dirais la définition, la mise en œuvre des politiques d'expatriation. Parce qu'on a aussi, je vais vous expliquer ça plus tard, on a des sites qui sont à l'international. Ah oui, puis j'oubliais aussi, je suis salarié RQTH. J'ai eu un pépin de santé il y a quelques temps et en fait, le groupe Périou m'a permis en fait d'aménager mon poste et de me trouver un poste qui correspondait à mes problématiques médicales. Alors, donc ça, c'est RQTH qu'on peut définir. Donc reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Absolument. Voilà. Donc Périou, vous allez voir, moi je me plais beaucoup chez Périou. C'est une société qui est vraiment très humaine, avec des vraies valeurs, des valeurs très fortes, ancrées dans l'ADN. Et puis aussi des parcours d'évolution qui permettent aux collaborateurs de s'épanouir, de vivre des aventures assez extraordinaires. Effectivement. Alors, en parlant de valeurs, justement, François, ça me conduit justement à te demander quelles sont, effectivement, à travers ces valeurs, les activités qui, comme ça, engagent et motivent un petit peu les collaborateurs de Périou. Oui, alors, tout d'abord, un peu d'histoire. Oui. Donc, Périou, en fait, fêtera l'année prochaine, et on espère faire des grosses fêtes, des gros événements, fêtera ses 60 ans. Donc, au départ, c'est une entreprise familiale, qui a été créé par deux frères en 1965, qui sont Guy et Michel. Ensuite, il y a eu une deuxième génération, les fils. Donc le secteur, c'est la construction navale et ensuite la réparation, voire les deux en même temps. On est basé sur le port de Concarneau. C'est un port de pêche à la base. Donc à la base, le premier métier de Périou, ça a été de construire des bateaux de pêche. En 2020, la famille Périou a transmis les rênes à un nouveau président qui s'appelle Vincent Faujour. Et le groupe s'est considérablement développé ces dernières années, que ce soit en termes d'effectifs, mais aussi de chiffre d'affaires. 1400 salariés. On a la moitié en fait, de ces salariés qui sont en France et l'autre moitié à l'étranger. Donc on est à l'étranger, on est basé au Nigeria, au Vietnam, en Roumanie. Et puis on a aussi une présence au Sénégal en ce moment, en Argentine et un bureau de représentation commerciale à Dubaï. Et puis en Bretagne, on est principalement, notre siège est basé à Concarneau, mais on a aussi des chantiers dans les grands ports français. Donc on commence par Toulon, on remonte à Lorient, Concarneau, Brest et Cherbourg. Voilà, donc la clientèle, c'est environ 60% à l'international, quand même. 40% en France. Le chiffre d'affaires, c'est 350 millions d'euros, donc c'est quand même considérable, sachant qu'il y a 8 ans, on était à 150 millions d'euros. Voilà, donc c'est une grosse croissance qu'on a gérée, tant bien que mal, compte tenu des problématiques de métiers en tension qu'on vit dans le secteur de l'industrie navale. Comme toutes les industries d'ailleurs. Voilà. Et alors, du coup, quel type de produit? Parce que quand on parle de bateau, c'est générique. Justement, alors... En termes de produits, je vais y venir juste rapidement, mais je vais essayer de faire bref. Cette entreprise familiale, industrielle, mais aussi artisanale, a des grosses valeurs, des valeurs très importantes. Donc cette valeur principale, en fait, il y en a 3. Je vais commencer par la proximité. Par exemple, chez Périou, tout le monde se tutoie. Ça fait partie vraiment du b.a.-ba. Tout le monde se salue le matin, on commence tous à 8h, voire quelquefois un peu avant. Donc c'est écoute, dialogue, coopération. Les bureaux des patrons, ils sont toujours ouverts. On ne fait pas des notes de service pour communiquer, quoi. On essaye d'être très simple et puis ça se passe très bien. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir cette flexibilité. C'est la proximité aussi avec nos clients, avec qui on s'entend bien. On a des relations commerciales pendant de longues années. Ils viennent commander un bateau, ils viennent faire réparer un bateau. Ensuite, ils nous commandent un bateau et puis on fait ça 10 ans plus tard. Enfin, voilà, on reste en lien. Et puis, c'est l'audace. Alors, c'est l'audace d'une entreprise bretonne basée à Concarneau qui rayonne à l'international. Nous, on est une entreprise bretonne, on n'est pas une multinationale, mais on fait du business à l'international. Et donc, c'est l'audace d'avoir une gamme de navires qui est assez diversifiée, toujours dans les navires de service,
de navires jusqu'à 110 mètres. Et donc, par exemple, on a fait des brise-glaces. On travaille aussi pour le secteur de la défense, donc ce qu'on appelle l'action de l'État en mer. Ouais. On fait aussi des navires, des patrouilleurs. On fait des navires de soutien. On fait des navires à propulsion vélique. Enfin, on a plein de projets. Donc, justement, ces projets, ces métiers, ces produits, ils sont assez diversifiés. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du pourcentage des clients. On a 2 tiers en fait, de clients militaires et 1 tiers de clients civils. Donc, au niveau des produits, c'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on a la chance de travailler au bord du quai. Et donc, on va voir ces bateaux, nos collaborateurs, nos collègues, mes collègues, ils voient les bateaux se construire. Soit d'ailleurs, déjà même au tout départ du projet, quand ils sont architectes navals, ou quand ils sont ingénieurs, comme mes collègues qui vont parler tout à l'heure, on va voir ce bateau et on a la chance aussi d'avoir une grande diversité. On a pu faire des yachts, des navires d'expédition, une sorte de bateau qui ressemblait au bateau du capitaine Haddock. On fait des remorqueurs, on fait des navires de service public, des navires de recherche océanographique, de lutte anti-pollution. Sur la gamme de défense, donc c'est des patrouilleurs, c'est des engins de débarquement, c'est des navires de soutien multimission. Enfin, on a fait pas mal de choses très diversifiées et toujours très intéressantes. Donc là, notre gamme évolue. Donc on a un département recherche et développement. Tout à l'heure, Martine, tu as rencontré Yann, qui travaille là-bas. Puis tu as rencontré Eric aussi, qui est un de nos architectes. La R&D nous a permis aussi de développer notre gamme, en particulier sur la décarbonation. Décarbonation de nos produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire réfléchir aux différents modèles de propulsion. Donc, on parle de piles à combustible, donc hydrogène. On parle aussi de transport à voile, donc de propulsion vélique, comme on dit dans le jargon. Donc, tout ça, ça nous permet aussi de continuer à se développer, continuer à garnir notre carnet de commandes. Et c'est des secteurs qui sont très porteurs, puisque aujourd'hui, comme tu le sais, c'est quand même très important pour l'avenir de réfléchir à toutes ces choses-là. Tout à fait. Donc, alors, tu l'as dit aussi d'entrée de jeu que dans le contexte actuel de tension sur les recrutements, que c'était pas évident à gérer en termes de croissance, parce que ça marche bien, vos produits se vendent très bien. Par contre, derrière, il faut toujours des gens pour réaliser ces produits. Alors, comment vous faites dans ce contexte-là, et pour recruter, et pour fidéliser vos collaborateurs? Clairement, rien ne pourrait se faire sans nos 1400 collaborateurs qu'on a à travers le monde. Donc, nos mécaniciennes, parce qu'on a des mécaniciennes, nos mécaniciens, nos soudeuses, nos chaudronnières, mais aussi nos chaudronniers. Je pense en particulier à Océane, qui est chaudronnière, mère de famille, qui est là et qui, avec son marteau, sa meule, etc. Et voilà, il n'y a pas de problème. On a aménagé ses horaires en fonction de ses contraintes familiales. Enfin, tout est possible. Donc, et je dirais que on a plein de métiers. Alors, il y a les métiers de la production, donc je vais les citer pour être clair. Soudeur, mécanicien, chaudronnier, tuyauteur. Mais on a aussi tout un tas d'autres postes, chef de projet ou chargé d'affaires. On a des architectes navals, on a des ingénieurs fonctionnels qui travaillent sur la conception du navire. On a, donc ils sont au rendez-vous chaque matin à 8h pour travailler et pour garnir notre carnet de commandes et puis livrer les bateaux à l'heure. Donc parmi eux, beaucoup ont un passeport. Comme on est souvent en lien avec nos clients, ils sont capables de voyager soit en mode planifié, quand ils travaillent dans la construction neuve, ou soit en mode pompier, quand ils travaillent dans la réparation. Et donc, ils vont partout. Ils vont à Tahiti, ils vont en Afrique, ils vont en Amérique latine, etc. Donc, il y a de la mobilité. Oui, beaucoup de mobilité. Très bien. Et alors, quand on regarde un petit peu l'avenir, comment se projette Piriou à court, moyen terme? Alors, dans ce contexte de métier en tension, en fait, je dirais que tout commence avec nos stagiaires. C'est clair. On accueille chez Piriou, pour vous dire, c'est environ la moitié du personnel en France. Je ne vais parler que du périmètre français, métropolitain. On a 170 stagiaires par an. Donc ça commence au collège, avec les stages de découverte 3e, seconde. Ça continue avec les étudiants qui font des projets de fin d'études, des projets d'études, etc. Donc on les accueille
170, c'est notre limite haute. Après, on a du mal à les accueillir et à les gérer. Mais un stagiaire chez nous, il ne fait pas des photocopies. Hein. Il va travailler, il va apprendre, et puis on passe du temps. Il n'est pas qu'en observation. Voilà. En fait, notre travail aussi, ça va consister à mettre la petite graine et à leur dire, écoutez, sachez qu'il y a du travail chez Piriou, il y a du travail dans l'industrie navale, et vous êtes capable... Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir chez nous. Et ensuite, vous orienter vers des écoles qui vous forment à nos métiers. Au niveau des stages, mais bien évidemment, on fait aussi appel à l'alternance. Alors l'alternance, aujourd'hui, on a Charlène qui travaille dans notre équipe RH, qui est au fond de la salle, là-bas, à qui je fais un beau sourire. Donc Charlène, elle s'occupe de gérer les politiques d'alternance. Il faut savoir qu'on a 10% de l'effectif en alternance. Donc on a plusieurs types d'alternants. On a des alternants pour des fonctions support, on a des alternants pour des fonctions d'ingénierie, pour des fonctions de production. On fait aussi une école, chez Piriou, il y a l'école Piriou qui forme, grâce au plateau technique de l'UMM, des accords de branche, à des diplômes en soudure, sur les métiers en tension, donc soudure, chaudronnerie, mécanique, tuyauterie. Et donc ils passent une formation qui dure à peu près 1 an. Et au terme de cette formation, on leur propose un CDI. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de former nos futurs recrues. Parce que, comme vous le savez, comme tu le sais, Martine, pardon, on est sur des métiers en tension. Donc aujourd'hui, c'est pas évident, compte tenu du fait que il faut être attractif. Et puis en plus, on est à Concarneau. Oui. Et donc, il faut trouver des écoles, des jeunes, etc., ou des moins jeunes, qui ont envie de se reconvertir ou de vivre leur vie dans ce métier de l'industrie. Et alors justement, si tu avais quelques messages à leur adresser pour leur donner envie, finalement, de rejoindre tes métiers dans ton entreprise, qu'est-ce que tu leur donnes? Moi, je dirais que le groupe Piriou, aujourd'hui, il est leader sur son marché des navires jusqu'à 110 mètres, que notre carnet de commandes est très, très, très bien fourni, qu'on peut recruter aussi sur CV, mais pas que. On a aussi tenté l'expérience du recrutement MRS sans CV, en simulation, qu'on a des perspectives de carrière, d'évolution qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, on peut rentrer au plus bas de l'échelle et puis terminer chef d'atelier, voire chargé d'affaires, voire patron de filiale. Il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution. On publie tous les mois nos postes en transparence à l'ensemble des collaborateurs. Et puis, en fait, la problématique qu'on a aussi par rapport à ces métiers en tension, c'est l'accueil des collaborateurs dans le coin. On est en zone littorale. C'est clair. Donc, on a un vrai problème de logement. Eh bien, aujourd'hui, Piriou s'est associé avec les partenaires économiques. Alors, il y a l'hôpital, il y a les saisonniers, il y a toute l'industrie portuaire du coin, là. Et en fait, on a monté un projet de logement, de résidence d'actifs à titre temporaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand moi je recrute quelqu'un, je suis capable de lui proposer en même temps un logement temporaire, le temps qu'il trouve chaussures à son pied et la maison ou l'appart de ses rêves. Bien sûr. Voilà. Donc ça démontre l'audace aussi qu'on a, et puis la proximité, puisqu'on travaille en réseau. Oui. Concarneau, c'est tout un écosystème autour du naval, puisque quand on regarde à peu près l'effectif d'un chantier de construction, on va être sur 250 salariés, mais en fait, il peut y avoir jusqu'à 700 personnes qui travaillent sur le chantier, qui viennent de l'extérieur, sur des métiers qu'on ne gère pas, par exemple la peinture ou l'électricité. Voilà, Martine. Merci beaucoup, François, pour toutes ces informations. Et sans tarder, on va accueillir un de tes collaborateurs, donc Loïc Lyons. Bonjour Loïc. Impeccable. Alors, parfait. Loïc, vous êtes projeteur schématique fluide. Alors là, tout de suite, d'abord, vous allez nous dire un petit peu quel a été votre parcours de formation. Il faudra nous expliquer concrètement c'est quoi votre activité. Mais je vous donne la parole pour nous dire un petit peu quel a été votre parcours. Alors déjà, merci pour l'invitation. Merci de nous permettre de présenter nos métiers. Donc moi, je m'appelle Loïc, j'ai 27 ans. J'ai fait un bac S, avant on appelait ça un baccalauréat S, un baccalauréat scientifique, que j'ai obtenu en 2015. À l'issue de ce baccalauréat, je suis allé en DUT génie thermique et énergie parce que je crois aux besoins de ces filières-là. Et en fait, c'est une filière qui était très ouverte. On a la possibilité de travailler dans plein de secteurs d'activité, dont l'industrie. Et moi, ce qui m'attirait, c'était l'industrie navale.
Donc, je me suis orienté vers une licence professionnelle des métiers de l'industrie de la construction navale en 1 an que j'ai réalisé en alternance. Donc, cette alternance, j'ai réalisé dans un autre chantier, pas au chantier Piriou, mais au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. À l'issue de ma licence professionnelle, je me suis orienté donc, vers une autre formation dans la continuité, une école d'ingénieurs qui est à Brest, c'est l'ENSTA Bretagne. Et j'ai réalisé cette formation d'ingénieur en architecture navale en alternance également. Alternance que j'ai réalisée du coup de 2018 à 2021 au chantier Naval Group qui est situé à Brest. Donc j'ai réalisé mon école et mon alternance en entreprise à Brest. À l'issue du coup de l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, j'ai intégré Piriou Ingénierie, donc qui est une filiale du groupe Piriou, qui est basé ici à Concarneau, au bureau d'études de conception générale en tant que projeteur fluide. Alors qu'est-ce que ça veut dire projeteur fluide? Exactement. Donc, François a très bien expliqué précédemment, au chantier Piriou, on va construire et également réparer des bateaux un peu plus tard. Avant de construire les bateaux, il faut en réaliser l'étude. Donc pour ça, on a un groupe qui est Piriou Ingénierie, enfin une entité qui est Piriou Ingénierie, qui est séparée en un bureau d'études architecturales et un bureau d'études de conception générale. Le bureau d'études de conception générale va réaliser l'étude de tous les systèmes principaux du navire. Donc il va y avoir la coque, il va y avoir l'électricité, il va y avoir la propulsion qui va être présentée par un de mes collègues un petit peu plus tard. Et il va y avoir la partie fluide. La partie fluide, ça va être tous les systèmes que l'on va pouvoir retrouver chez soi. Donc il va y avoir tous les systèmes d'eau douce, les systèmes d'évacuation, les systèmes de ventilation, les systèmes de chauffage et de climatisation, mais aussi tous les systèmes qui vont être spécifiques à un navire, c'est-à-dire tous les systèmes liés au gasoil, liés à l'huile. Il va y avoir les systèmes incendie, les systèmes d'assèchement. Donc l'assèchement, c'est tous les réseaux qui vont permettre d'évacuer l'eau qui va se retrouver dans le fond des coques. Et puis nous, donc, on va réaliser tous les schémas de ces systèmes-là. On va les mettre sur un plan et ensuite on va définir les équipements. Donc les équipements, ça va être les pompes, ça va être les moteurs par d'autres collègues. Et il va y avoir tous les systèmes, tous les équipements qui vont permettre de faire fonctionner ces systèmes que l'on va devoir acheter pour pouvoir les intégrer ensuite lors de la construction du navire. Et alors du coup, dans vos activités, quelles briques technologiques vous utilisez pour pouvoir, on va dire, simplement gérer un petit peu ce que vous faites concrètement? Est-ce que déjà vous utilisez l'IA, par exemple, parce qu'on en parle beaucoup comme nouvelle technologie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà dans vos outils, on va dire, ou que vous voyez arriver? Alors, on ne l'a pas directement dans nos outils à Piriou, mais on commence un petit peu à l'utiliser parce qu'on voit l'efficacité de cet outil. Après, s'il y a un outil qu'on utilise quotidiennement, c'est pas forcément un outil technologique, mais en fait, c'est l'anglais. Aujourd'hui, vu le contexte international dans lequel vous êtes, c'est clair. Aujourd'hui, François l'a très bien dit, on travaille avec d'autres parts de Piriou qui sont à l'étranger, mais aussi énormément de clients qui sont étrangers, des fournisseurs qui sont étrangers. L'élément principal, c'est l'anglais. Après, évidemment, on parle donc dans un métier d'ingénierie, on a besoin de connaissances dans les matières scientifiques, dans la physique principalement, mais l'élément principal, c'est l'anglais. Et j'imagine aussi tout ce qui est communication, puisque vous parliez de vos fournisseurs, de vos clients à l'étranger, mais j'imagine que vous aussi, avec vos collègues à l'interne, vous avez besoin d'échanger aussi pour avancer dans vos activités, puisqu'il y a une certaine interdépendance quand même. Oui, il y a une communication forcément qui se crée entre les différents services, soit même des services dans Concarneau même ou à l'étranger, mais oui, on a une certaine communication qui doit être fluide et qui doit être quasiment quotidienne en fait pour suivre l'avancement des projets et pour être sûr que tout le monde avance dans le même sens, quoi. C'est ça. Alors si vous deviez nous décrire une de vos journées de travail, comment vous la résumeriez en termes d'activité? Alors
Au bureau d'études de conception générale, on ne peut pas dire qu'on a des journées banales. En fait, on n'a pas vraiment de routine. On va suivre des projets. Et en fonction de l'état d'avancement du projet, on va vraiment vivre des journées très différentes. On va avoir des phases, on va dire, très tôt dans le projet où on va être énormément en train de rédiger des plans et d'échanger avec le client pour être sûr que les systèmes qu'on est en train de concevoir, qu'on pense et qu'on souhaite intégrer dans le navire qu'il nous a commandé, lui conviennent. Une fois que cette phase elle est terminée et qu'on est d'accord, on va présenter tous ces systèmes vers des autorités qui vont valider ces schémas, qui vont nous dire si en fait on a réalisé les systèmes dans les règles de l'art. Une fois que c'est validé, ces schémas-là, ils vont passer dans les mains d'un autre service qui va réaliser la conception 3D, et qui va transformer nos schémas vraiment dans une maquette 3D et essayer de les intégrer dans un bateau avant de l'envoyer vraiment en fabrication au chantier. Donc en fait, on n'a pas une journée typique, mais ça va vraiment avancer avec un projet. En fait, vous êtes vraiment tributaire du type de projet. Hein. François l'a dit, vous avez chaque fois des navires, des bateaux différents, donc forcément des cahiers des charges différents. Donc vos activités sont complètement, on va dire, orientées par les contraintes de votre client par rapport à un produit à livrer. Alors oui, et aussi du coup l'état d'avancement de chacun des projets. Ah, bah c'est ça. Parce qu'on va avoir plusieurs projets en parallèle. Il va y avoir il va y avoir un projet qui va être très peu avancé, où on va être très tôt, et un dernier qui va être quasiment à l'état de livraison, et donc ça ne va pas du tout être les mêmes attentes. C'est clair. Est-ce que vous auriez également un dernier mot à adresser à celles et ceux qui nous regardent et qui auraient envie de suivre un petit peu votre parcours, hein? Alors, pour essayer de donner envie justement, la première chose que je peux dire qui est liée à l'industrie navale et particulièrement à Périou, c'est de pouvoir travailler sur des produits très diversifiés. On va retrouver tous les corps de métier sur un bateau. Il va y avoir j'en ai parlé plus tôt, mais des métiers très classiques ou des systèmes que l'on va retrouver dans une maison ou qu'on va retrouver dans des bâtiments qu'on retrouve à terre, mais aussi des systèmes beaucoup plus compliqués qui sont uniquement liés à des moyens de transport. Ensuite, il y a la diversité des activités. On va pouvoir travailler avec plein de clients différents. Donc François l'a également présenté un petit peu plus tôt, mais on va avoir des clients liés à de la défense, mais on va aussi pouvoir travailler avec des scientifiques, on va pouvoir travailler avec des clients français ou étrangers. Donc à chaque fois, c'est des approches très différentes et c'est très intéressant. Et enfin, il y a quelque chose qui est exceptionnel, c'est le cadre de vie. Là, on est en train de discuter dans une salle. Si on regarde juste à côté de nous, il y a un port en vie, il y a un bateau de 80 mètres qui vient de se déplacer. J'imagine qu'on ne le voit pas à la caméra, mais... Et il fait beau. Il fait beau, à souligner en Bretagne. Merci beaucoup Loïc. Et du coup, on va accueillir tout de suite votre collègue, donc Marion Lestradic, qui nous rejoint. Bonjour Marion. Bonjour. Alors Marion, vous êtes référente navire au bureau d'études industrialisation. On cerne un petit peu mieux quand même ce que vous faites, mais avant d'embrayer sur vos activités, vous aussi, quel est le chemin qui vous a conduit chez Périou? Très bien. Eh bien moi j'ai démarré par un bac STI 2D, donc un bac technologique. J'étais toujours très intéressée par la technologie. J'ai toujours démonté mes crayons à 8 ans en salle de classe. Ça a été une voie assez naturelle pour moi. Ensuite, je me suis beaucoup cherchée dans ces années lycée et je suis tombée complètement par hasard sur un forum. Je suis passée avec ma mère près d'un lycée, on voit qu'il y a un forum, on se dit on s'arrête, on va jeter un coup d'œil. Et c'est là où j'ai eu un coup de cœur pour l'école d'ingénieur que j'ai fait par la suite. Voilà, ça m'a un peu ouvert les yeux. C'est pourquoi je suis partie ensuite en prépa pour pouvoir intégrer cette école. Et l'école qui était donc l'ENSTA Bretagne, à Brest. Comme votre camarade, d'ailleurs. Comme le camarade d'à côté. Oui. Voilà, donc moi j'ai fait un circuit architecture navale également, mais j'ai fait un double diplôme avec un master en gestion d'entreprise, parce que c'est ce qui m'intéressait aussi. Voilà. Et moi je l'ai fait par alternance par contre. Ok,
Très bien, c'est une bonne formation au final, parce que ça vous donne un pied dans la théorie et l'autre dans l'opérationnel. Excellente formation, je suis vraiment partisane de l'alternance. Vous faites bien de le dire, voilà. Absolument. Alors Marion, vous, dans votre poste, qu'est-ce que vous faites? Et je ne vais pas vous dire sur une journée, parce que j'ai bien compris dans nos échanges que c'était plus sur une semaine, parce que voilà, vous aviez pas mal de choses et que sur la distance d'une semaine, on comprenait mieux finalement ce que vous étiez amené à réaliser pas à pas. Très bien. Voilà, une fois que le bureau d'études de conception générale dont fait partie Loïc a fait les premières études, a développé les équipements, a fait les premiers schémas, nous on prend le relais côté donc bureau d'études industrialisation, qui sont les études de détail globalement du navire. Moi, mon rôle, c'est de coordonner tout ça. Donc, on va faire en sorte que l'ensemble des éléments rentrent dans le navire. Donc, toute la tuyauterie dont tu parlais, donc tous les fluides. Il y a également toutes les études d'emménagement pour la vie à bord. Donc, les bannettes, la décoration, ça fait partie aussi de nos métiers. C'est aussi la définition des escaliers, des peintures. Donc, nous, on va vraiment faire les études de détail. Et donc, ma semaine type, elle est également très variable. Ça va partir d'une journée où on va avoir un client qui va nous poser des questions. Il va falloir qu'on réponde tout de suite à savoir qu'est-ce qu'on met techniquement en œuvre pour répondre à ses attentes. Ça va être une collision entre deux tuyaux dans un endroit. Ça va être, il va falloir déplacer un équipement, donc modifier toute la structure qui va autour. C'est vraiment très, très varié. Donc on ne s'ennuie pas non plus dans votre métier? On ne s'ennuie pas du tout. On s'amuse beaucoup d'ailleurs, parce qu'on apprend toujours. C'est bien de le dire aussi. Oui, tout à fait. On est confronté à une somme de problèmes, un panel de problèmes qui est extrêmement varié, ce qui nous permet d'apprendre beaucoup. On apprend tout le temps. Voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Alors quand on dit apprendre, ça veut dire qu'on développe aussi un certain nombre de compétences. Quelles sont celles que vous identifiez qui sont vraiment clés pour réaliser un petit peu vos différentes tâches? La compétence clé pour moi, c'est l'adaptabilité. Il faut être capable de s'adapter aux problèmes qu'on a en face et savoir aussi s'adapter à la personne qu'on a en face, parce qu'un jour, on va discuter avec un client qui peut être l'État. Ça peut être aussi un client un peu du coin qui a besoin d'informations sur son navire. Ça peut être du coup un chaudronnier à bord, parce que nous, le bureau d'études de détail, on va aussi à bord un petit peu voir et suivre la vie du chantier. Donc ça peut être un soudeur. Voilà. Donc on est confronté à plein de personnes, plein de rôles différents, plein de problèmes. Pour moi, la clé, c'est de savoir s'adapter. Et du coup, vous l'avez dit, vous allez à la rencontre de vos autres collègues qui sont, eux, plus opérationnels. Ça vous permet aussi de mieux appréhender vos tâches en fonction de leurs contraintes, j'imagine? Évidemment. Donc, comme nous, dans le détail, on fait tous les petits détails du navire. Le soudeur à bord, il va prendre nos plans, en fait, pour faire. Si on n'est pas clair dans ce qu'on fait, on prend du délai. On embête tout le monde, donc c'est super important pour nous aussi d'aller à bord, de se confronter aux problèmes quotidiens et de voir comment est-ce qu'on pourrait faire mieux pour le prochain navire. Et alors, vous y couperez pas, vous êtes une femme dans un secteur quand même habituellement quand même très masculin. Alors, je ne vais pas vous demander pourquoi vous avez choisi particulièrement ces études-là, c'est-à-dire plus technologiques, plus scientifiques. Par contre, vous, quels conseils vous donneriez à ces autres jeunes filles ou jeunes femmes qui seraient tentées, mais qui ont encore pas mal de stéréotypes en tête et qui pensent que c'est hyper dur, la vie dans un univers très masculin? Donc, comment vous les rassureriez? Écoutez, ça se passe très bien. Non, en fait, je peux pas forcément dire plus parce que moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé dans mon parcours. Après, il est vrai que certaines interactions peuvent être un petit peu moins... Il y a moins de filtres, disons, à travailler avec des hommes. Après, moi, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien la transparence, l'honnêteté et les relations saines. Et je pense qu'elles le sont. Donc voilà, pour moi, c'est pas particulièrement un souci. Et puis, je pense qu'il faut pas non plus se poser trop de questions. Trop de questions. Il faut faire ce qu'on aime. On essaye et puis on verra bien. Eh ben, c'est très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, Marion. Et on va tout de suite passer la parole à votre collègue, donc Charlie Le Capitaine. Bon. Entre parenthèses, très beau nom dans un secteur... c'est vrai que ça colle plutôt bien pour le métier de la construction navale. Ouais. Très bonne pioche. Alors vous, Charlie, vous êtes projeteur propulsion énergie.
De la même manière, comme vos collègues, avant d'arriver à ce poste et dans vos activités que vous allez nous détailler, qu'est-ce qui vous a conduit ici? Moi, j'ai commencé par un bac STI en option génie mécanique. Donc maintenant, l'équivalent, c'est le bac STI 2D. Un peu pour les mêmes raisons que Marion. J'ai toujours aimé bricoler. Quand j'étais jeune, je passais beaucoup de temps dans le garage à fouiller, à fabriquer des objets. J'étais assez curieux. Suite à l'obtention de ce bac, j'ai réalisé un DUT en génie mécanique et productique à l'université de Brest. Donc là, ça m'a conforté dans mon idée que je voulais m'orienter vers les métiers de l'industrie, de fabriquer et designer des choses. Et donc, à ce moment-là, je n'ai pas voulu poursuivre beaucoup plus mes études. Donc j'ai décidé de me spécialiser avec la même licence professionnelle que Loïc. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans le groupe Piriou. Donc ça fait 10 ans que j'y suis maintenant. Et donc voilà, j'ai commencé mon alternance au chantier Piriou, donc côté construction neuve. Et donc j'ai commencé par un métier de production qui était le métier de mécanicien. Et ensuite, au fil des années, en développant mes compétences, je me suis orienté vers des métiers de bureau d'études. Donc vous êtes aussi l'exemple de l'évolution finalement de votre parcours pendant ces 10 dernières années au final. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. Très bien. Et alors, dans votre métier particulièrement, comment vous nous donneriez quelques exemples pour illustrer vos différentes tâches, vos journées ou vos semaines d'activité? Bon, nous, on intervient après le service des architectes, une fois que le projet est lancé. Donc, on récupère des données d'entrée auprès de ces architectes. Et donc moi, je suis dans le groupe propulsion et production d'énergie. Donc, je vais m'occuper de définir tout ce qui va servir à faire avancer le navire et aussi à produire l'électricité à bord. Donc, avec les données d'entrée des architectes, je vais rédiger des spécifications techniques d'achat qui vont permettre de consulter des fournisseurs. Et ensuite, à réception des offres, on fait des analyses, on choisit un équipement et ensuite, on va l'intégrer à bord des navires. Donc, en fait, on fait un peu de la traduction. On va prendre ce que l'architecte a en tête et le rendre exploitable par Marion et ses collègues sur le chantier de construction. Très bien. Et vous aussi, du coup, avec, on va dire, les années, qu'est-ce que vous avez développé comme compétences particulières et particulièrement là sur votre poste, quelles sont celles avec lesquelles vous ne pourriez pas, on va dire, progresser ou faire avancer vos activités? Je pense que les compétences, il y en a plusieurs, mais elles peuvent toujours s'apprendre à tout stade. Les qualités, je pense, sont un peu plus importantes. Faut être méthodique, pragmatique et aussi curieux. Et c'est ce qui va permettre de donner des informations aux chantiers constructeurs qui sont pertinentes et qui vont leur permettre d'avancer dans le bon sens. Et donc vous aussi, hein, vraiment votre métier, il est aussi en coordination avec vos collaborateurs pour faire avancer finalement vos tâches. Vous ne pourriez pas fonctionner tout seul, par exemple. Non, tout seul, on ne fait pas de bateau, ou alors des vraiment tout petits. C'est un vrai travail d'équipe avec donc les architectes, les services d'industrialisation et aussi les équipes de production. Souvent, ce que je fais en arrivant, moi, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille pour un client, mais on est au service de la production. Et donc, ce que je commence par faire, c'est vérifier mes mails, les messageries internes, pour être sûr qu'il n'y a aucun élément qui bloque l'avancée des travaux. Et du coup, vous, dans ce que vous faites, vous avez déjà quelque part une projection de ce que vous aimeriez encore faire et évoluer dans cette société? Moi, mon but principal, c'est de continuer à apprendre. Là, ça fait 10 ans que je fais de la mécanique et je continue à en apprendre tous les jours. Donc j'aimerais bien que ça continue comme ça. Une fois que j'aurai acquis toutes les compétences nécessaires, l'évolution, ça serait peut-être un poste de management avec des postes de chef de groupe pour s'éloigner un peu du technique, mais faire un peu plus d'humain. Très bien. Et pour conclure, vous aussi, vous auriez un message adressé à d'autres jeunes qui ne savent pas forcément vers quels horizons aller, surtout ceux qui sont au carrefour d'une orientation, troisième, seconde. Qu'est-ce qui pourrait les motiver à aller dans le secteur industriel et particulièrement dans le secteur des métiers de la mer? Je pense qu'il faut se diriger vers ces secteurs si c'est des choses qu'on aime faire, si on aime fabriquer, réfléchir et
et faire du design d'objets. Un des bons avantages de la construction navale, c'est qu'en général, on reste près de la mer. Ça, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui ont des doutes et qui ont un peu de mal à se mettre dans les études, la bonne option, c'est de faire des stages pour découvrir un peu plus précisément les métiers. Et je pourrais recommander aussi de se diriger vers l'alternance. C'est un vrai avantage à la fin des études. Et en plus, vous allez faire rentrer un peu d'argent, donc c'est toujours sympa quand on est jeune. C'est clair, c'est une excellente formule. En même temps qu'on apprend, on a son parcours de formation qui est déjà financé. C'est vrai que c'est que gagnant comme formule. Merci beaucoup, Charlie. Merci. Et donc, avec vous, le Focus Métier se clôt pour accueillir donc un autre invité, puisque comme vous le savez, on a à cœur dans ce type d'émission de pouvoir élargir aux partenaires de l'entreprise où on va, pour montrer justement qu'elle aussi ne fonctionne pas, on va dire, en vase clos, mais bien en synergie avec tout un écosystème. Et en l'espèce, nous accueillons donc Daniel Dréau, qui est donc directeur délégué aux enseignements technologiques et professionnels au lycée Yves Thépaut de Quimper. Et donc vous êtes partenaire académique de l'entreprise Piriou. Et donc vous n'y couperez pas non plus, Daniel. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'être au lycée Thépaut? Alors bonjour Martine, Bonjour. Merci pour l'invitation, puis merci aussi à la société Piriou de nous accueillir aujourd'hui. Alors moi j'ai un peu plus que 27 ans, hein, mais j'ai aussi un bac scientifique, donc un bac C à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et puis après, donc j'ai intégré une école d'ingénieur à Rennes. Et puis ensuite, j'ai exercé quelques années comme ingénieur commercial dans le sud de la France. Et puis au gré des échanges et des rencontres, j'ai présenté le concours d'enseignant. Et puis j'ai exercé comme prof pendant sur l'académie de Rouen, sur l'académie de Nantes. Et puis ensuite, on m'a proposé donc des fonctions de directeur délégué aux formations, qui sont en fait des missions d'accompagnement des équipes à la mise en œuvre des formations. Et alors pas seulement, c'est aussi il y a aussi un rôle important d'écoute des besoins qu'expriment les professionnels, puisque l'objectif après derrière, c'est de voir comment avec les équipes, eh bien ça peut se traduire dans les contenus de formation. C'est ça. On pourra parler de coloration éventuellement, puisqu'évidemment on est assujetti au respect des référentiels, mais on a quand même, l'objectif c'est quand même de rendre nos jeunes employables, ouais. et donc qu'ils puissent répondre aux attentes notamment locales. Et alors, 2 mots sur votre établissement, le type d'élèves et le type de formation que vous dispensez. Alors, c'est un lycée polyvalent, c'est le terme. Donc, c'est un lycée qui offre des formations générales, donc les baccalauréats scientifiques, spécialité sciences de l'ingénieur, les bacs technologiques STI 2D, les bacs professionnels. Donc, il y en a 4 dans le domaine du numérique, pour faire court, de la chaudronnerie. C'est ce qui va peut-être nous intéresser davantage aujourd'hui, mais aussi de la maintenance. Après, il y a également des BTS, classes préparatoires aux grandes écoles. Et puis, on a des partenariats avec l'université sur des licences professionnelles également. Ok. Alors, quel type de formation vous dispensez qui sont véritablement en lien avec les métiers de Piriou, par exemple? Alors, donc les formations qui vont correspondre, c'est les formations de bac professionnel technicien en chaudronnerie industrielle. Donc, qui s'adresse à des élèves qui viennent de collège et donc qui souhaitent s'orienter vers ces métiers. C'est également l'établissement est également un pôle de formation continue pour adultes avec les Greta, Greta de Bretagne occidentale en l'occurrence, et on va également proposer donc des titres professionnels en chaudronnerie ou soudage pour des adultes, donc des adultes à partir de 18 ans. Très bien. Et alors, est-ce que vous avez vu ces dernières années, puisque comme vous n'a pas échappé qu'on est dans une démarche de réindustrialisation particulièrement dynamique et forte, mais comment ça se traduit chez vous? Est-ce que vous voyez des taux de remplissage plus importants dans ces formations, notamment vers les industries de process, ou vous sentez que ce n'est pas encore là en termes d'attractivité? Alors sur les filières chaudronnerie-soudage, je dois dire que le recrutement est bon. C'est plutôt bon signe. C'est une bonne nouvelle. Il y a un intérêt des jeunes clairement pour ces métiers-là.
Et ça, on le constate depuis une dizaine d'années, hein, ce qui n'était pas le cas auparavant. Non, hein, c'est clair. C'était plus compliqué. Tout ce qui tourne autour de l'usinage aussi a connu des difficultés. La chaudronnerie soudage, ça marche bien. En revanche, sur les formations liées à l'industrie de process, comme par exemple la maintenance, là, on pourra avoir des places qui restent vacantes. Malheureusement, et pourtant ce sont des métiers essentiels, hein, puisque ce sont des métiers qui permettent de garantir le maintien de l'outil de production en fonctionnement. Puis ça fait appel à tout un tas de technologies nouvelles, hein, le numérique, la robotique, la cobotique, le réseau aussi, hein, puisqu'aujourd'hui toutes les machines sont connectées. Donc voilà, donc ça mobilise plein de compétences et ça donne des activités très, 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 très diversifiées. Et donc, on a un travail de communication à faire en permanence, et notamment avec les entreprises aussi, hein, pour faire connaître ces métiers auprès des jeunes, quoi. Oui, qui ne sont pas suffisamment, je pense, mis en valeur et en lumière. Et comme vous l'avez dit, on a un cliché, hein, je pense, sur la maintenance qui est assez réducteur. Et on ne pense pas que maintenant, ces métiers sont complètement associés à toutes ces briques technologiques que vous avez énumérées, dont l'IA, hein, aussi, on oublie de le dire, mais l'IA devient de plus en plus un composant essentiel des métiers de la maintenance. Pour ce qui est de vos formations sous un angle un peu plus pédagogique, quelles sont les modalités pratiques pour susciter l'intérêt, faire participer? On sait que les jeunes aiment beaucoup un peu mettre la main à la pâte et sortir un peu de la théorie pour bidouiller, bricoler. Comment ça se passe chez vous, hein? Alors, il faut qu'on travaille sur du projet, hein, donc il faut vraiment qu'il y ait une approche pédagogique qui soit basée sur le concret. Donc les équipes pédagogiques vont s'attacher à proposer des réalisations qui soient qui répondent à des besoins clients, hein. Donc ça peut être l'industrie, ça peut être aussi des collectivités. Donc avec des vraies réalisations, hein, pour que les élèves puissent être confrontés aux exigences du terrain, hein, c'est-à-dire des exigences techniques, mais pas seulement, hein, aussi les calendriers, les délais, les coûts. Le travail en équipe aussi, hein, je crois que c'est Loïc qui en a parlé. Il faut, c'est des compétences comportementales qu'il faut acquérir. Voilà, et donc ils vont réaliser, ça peut être, parce qu'on est chez Périou, donc ça peut être récemment par exemple une coque de navire, toute une partie de coque de navire en aluminium. Et puis, pour la petite histoire, l'année dernière, ils ont fait à la demande de la mairie de Plumeur, à l'occasion du passage du relais de la flamme olympique, ils ont réalisé un surfeur en acier, en fait, qui est situé sur le rond-point de la Torche actuellement. Donc, qui n'était pas un objet simple, hein, mais il y avait une dimension, au-delà de la dimension technique, il y avait aussi une dimension artistique. Voilà, donc ce qui rendait la réalisation encore plus intéressante, quoi. Comme l'œuvre d'art réalisée, par exemple, par les compagnons du devoir, hein. Tout à fait. Aussi, ça illustre concentré de savoir-faire déployé sur un objet en particulier. Voilà. Et puis, alors, certains vont choisir également la voie de l'alternance, hein. Donc, ils vont faire parce qu'ils ont des stages, hein, ils ont des stages en bac pro en tout cas, en BTS aussi, hein, mais en bac pro ils ont des stages à faire, et souvent à l'issue de la première année, l'année de première, ils vont souhaiter évoluer vers le statut d'apprenti, donc pour encore plus de concret. C'est clair. Voilà les perspectives. Très bien. Et alors, on l'a abordé un peu avec Marion. Dans la problématique d'attractivité, on ne peut pas oublier non plus le public féminin. Est-ce que vous avez des actions au sein de votre établissement pour aller capter, attirer, faire connaître ces métiers à travers vos formations et les débouchés professionnels derrière? Alors oui, on va s'inscrire dans des opérations qui vont chercher à mettre en valeur des parcours de femmes dans l'industrie, hein. Je pense au parcours de Marion, par exemple, parce qu'on sait bien que c'est le témoignage direct des femmes dans l'entreprise qui peuvent susciter des vocations, hein. Et donc on le fait en participant à des forums, on le fait par des vidéos. Dans quelques semaines, on va accueillir sur le lycée l'événement Elle bouge pour l'orientation. Absolument. Peut-être que Marion d'ailleurs vous fera l'amitié de venir témoigner, ce serait pas mal.
où elles vont pouvoir parler de leur parcours, qu'est-ce qui a motivé leur choix, éventuellement leurs difficultés, mais on voit que souvent la difficulté c'est dans l'esprit. Hein, c'est vrai. Il n'y a pas de différence. C'est pas des métiers de genre, hein, c'est des métiers de passion avant tout. Hein, donc, et ça, c'est bien que les femmes puissent le dire aux jeunes. Et on accueillera d'ailleurs des collégiennes du territoire pour qu'elles puissent entendre le discours et puis, qui sait... faire des émules. Tout à fait. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Daniel. Et avec vous, nous allons passer à notre dernière invitée, donc Lénaïque Zegalen, qui va représenter et qui est la déléguée générale du CINAV, qui est donc là le secteur... Bonjour. Bonjour Lénaïque, des métiers de la mer. Donc pareil, hein, Lénaïque, vous aussi, quelques mots sur votre parcours avant de nous en dire un petit peu plus sur le CINAV. Très rapidement, alors pour décomplexer peut-être certains, moi je faisais beaucoup de sport, ça marchait bien à l'école, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, je me suis dit tiens je vais faire kiné, donc je suis partie en prépa kiné après un bac scientifique, je me suis blessée, j'ai fait des séances de kiné, là je me suis dit en fait c'est pas du tout fait pour moi. Comme quoi. Voilà, donc d'où l'intérêt du stage, donc réorientation immédiate, j'avais envie de mieux comprendre le monde, donc je suis partie faire des études d'économie et gestion. Que j'ai complété par une année aux États-Unis pendant un an où j'ai travaillé dans un cabinet de conseil et puis un master 2 en économie et politique européenne à Bruxelles pour finalement, comme quoi ça mène à tout, travailler dans les ressources humaines pendant un peu plus de 15 ans dans l'industrie, en particulier l'industrie navale et les énergies en mer, donc en tant que chargée de recrutement, responsable RH et directrice des ressources humaines. Très bien. Et donc depuis 3 ans et demi, j'assure la direction générale du CINAV, qui est le campus national des industriels de la mer, dont l'objectif est de soutenir la filière sur le volet emploi, formation et compétences. Alors justement, vous êtes sur ces 3 volets qui sont très stratégiques hein, pour ce secteur-là. Comment ça se traduit particulièrement et surtout, avant cela même, vous, quelle est votre vision actuelle de ce secteur? On en a un peu vu quelques aspects chez Piriou. Mais bon, Piriou, c'est toujours comme toujours. Hein, c'est une problématique, on va dire, singulière parce que eux ont trouvé des solutions pour arriver à juguler un petit peu ces problèmes de tension. Mais vous, de votre, on va dire, vue un petit peu plus macro, ce secteur, finalement, il en est où au niveau du recrutement? Alors déjà, je tiens à dire que Piriou est un partenaire historique du CINAV. Donc c'est bien parce qu'ils avaient des difficultés de recrutement qu'ils ont aussi décidé de prendre part à la création de cette structure. Pour vous donner quelques chiffres, donc la Fière des industriels de la mer, c'est 130 000 emplois en France. C'est un peu plus, c'est plus de 10 000 recrutements par an. On est globalement sur le même rythme d'embauche que le secteur du nucléaire. Et de l'aéronautique. Et de l'aéronautique, avec des fortes créations nettes d'emplois. On a fait une étude récemment et on sait que rien que sur une trentaine de métiers les plus en tension, on a des besoins qui sont estimés à 8 000 créations nettes d'emplois à horizon 3 ans. Donc on est quand même sur des volumes très significatifs. Et comme le disait François tout à l'heure, il y a une vraie vision sur le carnet de commandes. Et si on n'a pas les gens pour faire... ça s'arrête. Voilà, exactement. Ça peut s'arrêter, tout à fait. Alors du coup, vous avez parlé de formation. Comment ça se traduit aussi? Qu'est-ce que fait le CINAV en matière de formation? Donc pour anticiper les besoins et produire le nombre d'effectifs suffisants pour aller se déployer dans vos différentes entreprises. Alors, je ne sais pas si on arrive à produire le nombre d'effectifs suffisants, ce serait peut-être arrogant de notre part, mais en tout cas, on y contribue. Voilà, tout à fait. Donc, le CINAV est en charge d'apporter une coloration maritime à des diplômes et certifications existantes. Donc, on travaille en lien étroit avec l'éducation nationale. On a même un inspecteur de l'éducation nationale qui est détaché partiellement pour notre structure et qui travaille avec nous sur cet objet. L'objectif, ce n'est pas de créer des nouvelles formations, c'est de venir enrichir
des formations existantes, donc qui adressent nos métiers les plus en tension pour leur apporter une coloration maritime. Ça a 2 avantages, et d'ailleurs Piriou en bénéficie aussi. C'est premièrement, ça permet d'augmenter le niveau de connaissance des apprenants qui suivent ces parcours, donc une meilleure acculturation. Ça veut aussi dire derrière une meilleure intégration. Et puis par ailleurs, je vous dirais, si vous suivez l'option by CINAV, vous aurez plus d'envie ou d'intérêt à rejoindre la filière des industriels de la mer que de rejoindre une autre filière. Donc ça a aussi un levier d'attractivité qui est important. Donc ce sont des colorations maritimes qui s'appliquent à des diplômes et certifications existantes aujourd'hui du niveau CAP au niveau licence, et on est en train de l'étendre au niveau ingénieur. Très bien. Ce qui veut dire que vous avez fait une espèce de cartographie un petit peu des métiers et forcément des compétences qui s'y rattachent pour arriver à déployer vos actions de manière ciblée aussi ? Tout à fait. En fait, grâce à une gestion prévisionnelle des emplois et compétences que l'on pilote chaque année, on a une vision très claire des besoins en recrutement à 3 ans par territoire et l'offre de formation associée. Donc ça nous permet 2 choses. De pouvoir mettre le curseur sur nos actions de promotion et attractivité des métiers, parce qu'on est très actif aussi sur le sujet, et puis de venir apporter une coloration maritime de formation là où il y a le plus de besoins. La particularité, je dirais la force du CINAV, c'est qu'on regroupe des partenaires publics et privés. Donc on a aujourd'hui 5 régions françaises qui font partie de notre conseil d'administration, donc notamment les régions du littoral. On a également le ministère de l'Éducation nationale, on a la Marine nationale, on a les industriels. Donc c'est un collectif qui est très riche et qui nous permet d'avoir une vraie force de frappe. Et donc quand les régions définissent la cartographie de l'offre de formation, ils nous demandent toujours en amont l'AGPEC que nous réalisons de manière à bien cibler les besoins. Et alors du coup, vous parliez d'actions de promotion. Donc une fois que vous avez identifié un petit peu par région les besoins, comment vous allez vous déployer vos moyens pour répondre justement à ces besoins, pour être en adéquation avec les besoins que les différentes régions vous auront exprimés ? Alors effectivement, on conduit des actions de promotion et attractivité des métiers. Alors très concrètement, nous avons ce qu'on appelle des bases totems ou des lieux d'incarnation de la filière. On en a un qui est magnifique, je vous invite à venir le voir, qui est au Capucin à Brest, qui est un showroom de 250 mètres carrés qui nous permet d'accueillir du public toute l'année. Donc quand je parle de public, c'est les collégiens, les lycéens. Et je vous assure que les professeurs enseignants qui emmènent leur classe pendant une demi-journée dans notre navire des métiers où on a un escape game, de la réalité virtuelle, des vidéos métiers. Donc on les rend acteurs de leur orientation. Ça marche bien et les enseignants reviennent chaque année. Donc là, aujourd'hui en France, on a 5 lieux d'incarnation de la filière. Donc il y en a 2 en région sud, à la Seine-sur-Mer, à la Cité des métiers à Marseille. On est implanté à l'agence de l'orientation à Rouen. On est également présent en ce moment au Grand Carénage de l'Hermione à Bayonne. Et on inaugure 2 nouveaux lieux, un à Saint-Nazaire donc au mois de novembre, et puis le dernier qui sera à Cherbourg au mois de décembre. Donc tout ça, ça nous permet de mener ces actions. Puis par ailleurs, nous sommes très actifs aussi sur les réseaux sociaux. On a une jeune chargée de communication dont la 2e langue, ou je dirais presque première langue, c'est TikTok et Instagram. Moi, je ne sais pas faire, elle sait très bien le faire. Et voilà, pour essayer de créer cette communauté et de toucher un maximum de public. Et du coup, est-ce que vous êtes aussi en partenariat avec les différentes académies par rapport à, on va dire, à ces actions pour drainer ces flux de collégiens, de lycéens vers ces endroits où vous montrez finalement la richesse de vos métiers et de votre secteur? Alors j'ai oublié de le préciser, mais dans le conseil d'administration du CINAV, on a non seulement les 5 régions du littoral, mais on a bien entendu les 5 rectorats d'académies qui font vraiment partie de cette dynamique. C'est indispensable pour que ça marche. Tout à fait. Et alors pareil, je vous demanderai aussi, est-ce que le CINAV s'est posé la question de la féminisation de ces métiers? Ce serait difficile de ne pas se la poser. Là aussi, j'aime bien donner quelques chiffres. À l'échelle de la filière des industriels de la mer, la population féminine ne représente que 23%, donc on est encore bien loin de la mixité. Et si je vous parle des métiers vraiment d'opératrices, on n'atteint pas les 10%, on est même aux alentours du 6%. Donc oui, il y a beaucoup de chemin à faire. Donc le CINAV est très mobilisé sur le sujet, pas tout seul.
Donc nous aussi, on travaille en lien étroit avec les associations comme Elle Bouge, Vista, Oui et Volen. Donc par exemple, on est mobilisé dans le cadre de la semaine de l'industrie où on va consacrer une journée entière. Donc on a déjà fait des opérations précédemment. Et là, on invite des collégiennes, des lycéennes, des demandeuses d'emploi. On fait venir, bien entendu, des ambassadrices métiers. En général, on aura toujours une ambassadrice de chez Périou, voire deux. Voilà. Et ça, c'est hyper important de créer l'échange, de créer le contact, parce que c'est comme ça que les jeunes filles et femmes vont avoir envie de s'orienter. Et je voudrais juste là aussi l'illustrer très rapidement, parce que les chiffres sont importants. Oui. La dernière séquence que l'on a fait, on a accueilli 100 collégiennes et lycéennes. Démarrage de la journée, combien d'entre vous souhaitent s'orienter dans l'industrie? 4 mains levées sur 100. Fin de la journée, 50. Donc ça veut quand même dire que quand il y a des rencontres, quand on met les outils, les moyens et qu'on sait répondre à leurs questions, etc., ça permet, je ne sais plus lequel d'entre vous parlait de planter la petite graine. En tout cas, ça marche. Très bien, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à mouiller nos chemises et remonter nos manches pour aller chercher toutes ces femmes et jeunes filles pour aller vers ces métiers. Merci beaucoup Lénaïque. Et avec votre témoignage, eh bien, on a fini un petit peu nos échanges. On va passer directement à la petite séquence ONICEP, puisque l'ONICEP est partenaire de l'Institut Mines Télécom. Alors malheureusement aujourd'hui notre intervenante de l'ONICEP, Nathalie de Seyfel, n'a pas pu se joindre à nous, qui est donc psychologue de l'éducation nationale chargée de l'ingénierie pédagogique et de la formation. Donc je vais présenter moi-même le support qu'elle nous a préparé. Donc pour vous donner quelques informations clés pour vous orienter vers les métiers de la construction et de la réparation navale, vous voyez qui s'affichent à l'écran différents domaines de formation. Tous ces secteurs, donc énergie, industrie, logistique, qualité, transport, sciences, sécurité, etc., conduisent à ces métiers. Prochaine slide. Merci. Donc, les métiers, il y en a des différents. On en a vu quelques-uns avec François. On en a énuméré aussi quelques-uns ici. Retenez qu'en fait, ils sont sur tous les niveaux de qualification, opérateurs, techniciens, ingénieurs. À relever quand même qu'actuellement, dans le secteur naval, comme dans tous les autres secteurs industriels, c'est sur le segment de techniciens où il y a le plus de besoins. Après, il est à noter aussi que nous manquons cruellement toujours d'ingénieurs, puisqu'il en manque actuellement 18 000 par an en France. Donc là aussi, n'hésitez pas. Nos ingénieurs avec nous vous ont aussi dit que l'alternance était un excellent moyen de pouvoir arriver à ce niveau de qualification tout en se formant, tout en étant rémunérés aussi. Donc c'est aussi une piste pour élargir un petit peu ces choix d'orientation. Prochaine slide, voilà. Les différents niveaux d'études, donc ils vous sont un petit peu balayés, énumérés, comme on vous l'a dit ici avec nos différents intervenants. Ça va du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Vous avez quelques intitulés de formation qui peuvent vous donner quelques pistes pratiques pour tout de suite arriver sur la bonne formation qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas. Évidemment, ces formations existent pas que sur le volet formation initiale, mais également sur le volet de la formation professionnelle. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle, d'autres centres qui vous permettent de pouvoir définir et utiliser les dispositifs de formation les plus pratiques pour vous. Parce que même quand on est adulte et qu'on a envie de se réorienter, des solutions existent, comme aussi la validation des acquis de l'expérience. Donc n'hésitez pas à les mobiliser, puisque toutes les démarches peuvent conduire à l'industrie. Et dernière slide, n'hésitez pas à creuser un petit peu toutes les pistes là qu'on vous a données rapidement. Sur le site de l'ONICEP, vous y trouverez un très très grand nombre de ressources orientées par secteur. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus
pour information, vous avez aussi un conseiller ONICEP qui peut vous répondre par rapport à vos interrogations. C'est un service gratuit qu'a mis en place l'ONICEP. Donc là aussi, il suffit de faire la démarche pour avoir toutes vos réponses. Voilà. Et en parlant de réponses, on a également 2 questions. On va passer justement à vos questions. Alors, que signifie pour vous l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur et comment se décline ou pourrait se décliner pour vous dans votre entreprise? Alors, je vais tenter de vous la poser, enfin de te la poser, François. Oui. Voilà, ça revient un peu à la question que j'ai posée à un de tes collaborateurs sur finalement quelles nouvelles technologies, quelles briques technologiques sont utilisées chez Piriou pour donner cette coloration industrie du futur ou industrie 4.0. L'entreprise, pour évoluer de toute manière, pour continuer à vivre, elle doit évoluer. Donc tout à l'heure, Loïc parlait de l'intelligence artificielle, mais dans nos process, dans nos gammes de navires, aujourd'hui, on doit se développer, on doit faire face au changement et on doit s'adapter. On s'adapte au niveau géographique, on s'adapte au niveau industriel, on met en place des nouveaux process de production avec des nouvelles machines. Voilà. Dans le secteur industriel de la construction navale ou de la réparation, on a besoin d'infrastructures. Il y a des nouvelles possibilités, des nouvelles, je dirais, techniques. On doit constamment évoluer. Et donc, le point central, en tout cas pour moi, côté RH, c'est la formation. Et donc on a mis le paquet chez Piriou pour développer la formation. On a des plans de formation qu'on essaie de suivre, on a des budgets, on fait évoluer nos collaborateurs dans les objectifs qu'on leur fixe. Bien évidemment, il y a des objectifs, mais qui sont associés à des moyens de formation. Et donc voilà, on doit avancer, on doit réfléchir clairement à toutes ces choses-là, puisque ça en va de la survie d'une entreprise. Absolument. Et je compléterai également la réponse, puisque on est passé depuis quelque temps par des contributions au niveau européen sur le fait qu'on aurait dépassé l'industrie 4.0 pour passer à l'industrie 5.0, où on remettrait l'humain au cœur de cet environnement technologique. Et je trouve que Piriou, pour moi, serait plus dans ce critère de l'industrie 5.0, parce qu'on l'a dit, et je l'ai vu ce matin dans la visite que tu m'as offerte, François, on est beaucoup attaché au savoir-faire. Oui. Ce côté artisanal, mais dans un environnement quand même assez technologique, puisque... On l'a vu avec toutes les innovations qui sont aussi produites et le critère de la transition écologique qui permet d'aller chercher des solutions les plus pointues possibles. Oui. Je trouve que ce socle de savoir-faire, ce côté artisan, ça reste quand même un peu l'âme de l'entreprise. C'est tout à fait l'âme de l'entreprise. Voilà. Chez Piriou, il n'y a pas de robots. Alors, on a quelques robots soudage, etc., mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de robot. Donc aujourd'hui, c'est l'opérateur qui construit le bateau. Très bien. Voilà. Donc voilà, donc pour répondre à cette question, Piriou, c'est l'industrie 5.0 même. Voilà. Okay. Alors, autre question. Donc a posteriori, comment évaluez-vous votre parcours de formation par rapport à votre poste et vos activités aujourd'hui dans Piriou? Autrement dit, si c'était à refaire, quel parcours de formation vous auriez suivi pour arriver là où vous êtes? Alors, je pense que ça t'adresse un petit peu... À toutes les 3 personnes de Piriou, à refaire, vous referiez la même chose, Loïc, Charlie et Marion? Je veux bien commencer si ça vous va. Pour ma part, oui, je referais exactement la même chose. Je regrette pas du tout d'avoir, je pense, évolué et fait plusieurs alternances différentes à des postes différents. L'alternance a apporté vraiment un réel plus et a permis de voir différentes fonctions au sein d'une entreprise avant d'arriver à ce poste-là, donc non, aucun regret. Marion? Moi, j'aurais refait exactement la même chose. En fait, ce qui a été assez clé dans mon parcours à titre personnel, c'est le fait de garder l'esprit ouvert et d'accueillir la nouveauté, les opportunités quand elles se présentaient. Et en fait, mon parcours, moi, il n'a pas été vraiment tout tracé. C'est vraiment, j'ai accueilli les choses comme elles arrivaient. Donc ce forum sur le bord de la route en fait partie, mais aussi c'est ça qu'il faut, je pense pour les jeunes aujourd'hui, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est n'hésitez pas, si vous avez des amis de vos parents qui sont dans des secteurs qui vous plaisent, si vous avez dans le monde associatif des gens qui vous parlent, leur poser des questions, garder l'esprit ouvert, allez voir ce qui s'y passe, et je pense qu'il faut un peu se laisser porter pour que ça fonctionne. Super.
Charlie? Moi, si c'était à refaire, je pense que je ferais le DUT en alternance pour commencer un peu à... Tellement vous êtes fan de l'alternance. Ouais, c'est un peu ce qui m'a manqué quand j'étais à l'UT. J'avais un peu de mal à me mettre dans les matières trop théoriques, puisque j'avais pas une bonne idée de l'application pratique. Et donc, avec le recul, j'aurais dû, à l'époque, un peu plus travailler, puisque maintenant, c'est des outils que j'utilise tous les jours. Donc, je pense que ce qui m'a manqué, c'est la mise en pratique. Donc, j'aurais fait le DUT en alternance. Mais sinon, vous regrettez absolument pas le secteur dans lequel vous êtes? Ah ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Super, merci. Alors, dernière question, mais avant, quand même, je vous partage aussi une appréciation, où on vous remercie tous pour la qualité de vos interventions et d'avoir surtout promu le secteur naval. Et la question, quelle est la place de la supply chain et des achats au sein d'une entreprise comme Piriou et quelles sont les perspectives d'attractivité de ces métiers dans ce secteur? Alors, merci d'avoir posé la question parce que c'est vrai, on n'a pas parlé de la supply chain. Alors, c'est quelque chose de central. Ah, mais complètement. Dans un chantier toutes les industries, de réparation ou de construction, c'est quelque chose d'absolument central. Aujourd'hui, on va construire des navires dans des nefs d'assemblage, un peu comme des Legos, sous forme de blocs. Absolument. Mais pour pouvoir se construire, il faut des spécifications techniques de nos ingénieurs, des commandes, des achats et des livraisons de ces achats. Alors, en plus, on va avoir des pièces qui peuvent être assez imposantes. Quand on a monté les mâts des navires à propulsion vélique, je peux vous dire que ça nécessite un convoi exceptionnel, etc. Mais c'est pas que ça, c'est pas que les colis lourds, la supply chain. C'est aussi toute une organisation au niveau national, mais aussi européen pour le groupe Piriou, puisque le chantier Piriou à Concarneau, il va piloter les achats et la supply chain des chantiers en Roumanie et à Lorient. Donc c'est très central et donc en effet on a des postes dans la supply chain, on a des postes en appro, on a des postes en ordonnancement, on a vraiment besoin de compétences dans ce domaine-là. Très bien. Lénaïque, vous diriez aussi finalement les perspectives d'attractivité de ces métiers donc dans le naval, mais orienté supply chain, achat. Vous aussi, vous notez que c'est aussi cardinal, crucial, on ne peut pas faire sans. Évidemment, parce qu'on ne travaille pas que pour Piriou, on travaille effectivement pour tous les acteurs de la filière, donc c'est effectivement crucial. Et c'est vrai que là, on s'est focalisé sur certains métiers, mais c'est à peu près 1000 métiers dans la filière des industriels de la mer. Donc il y a de quoi faire, il y a du tertiaire, il y a effectivement, on peut tout imaginer, à la fois en termes de métiers et en termes de parcours. Et ça, c'est vraiment important de le dire, c'est que l'industrie, et je vais parler de l'industrie navale en particulier, est en capacité de proposer des parcours qui sont vraiment riches, soit des parcours d'expertise ou des parcours managériaux, etc. Donc voilà. Et j'ai oublié de le préciser, moi je suis encore salariée de Naval Group et je suis mise à disposition de la structure. Donc vous voyez, j'ai pas quitté mon industriel. Très bien. C'est une bonne illustration de votre intérêt pour le secteur. Exactement. En tout cas. Très bien, merci beaucoup Lénaïque. Avant de conclure ce webinaire, comme on a la chance d'avoir un petit peu de public aujourd'hui, si quelqu'un avait une question, c'était le moment. Sinon, effectivement, nous passions à la clôture du webinaire. Tout a été clair pour tout le monde. Ah, allez-y. Alors, je vais vous passer un micro. Merci. Hop. Bonjour, alors moi j'ai aucune connaissance dans le naval, mais plutôt dans la formation. Regardez juste la caméra, pardon. Oui. J'avais pas prévu. J'interviens beaucoup sur tout ce qui est créativité, innovation, et j'aurais souhaité savoir un petit peu comment est-ce que vous amenez vos équipes et chacun d'entre vous en fait à innover, parce que c'est un terme qu'on utilise énormément. Et voilà, quels sont les projets? Vous avez parlé d'IA un petit peu tout à l'heure, on commence à l'intégrer. Donc, qu'est-ce qui est mis en place en interne justement pour se dire, demain on évolue? Vous avez parlé beaucoup d'évolution de carrière, mais l'évolution des technologies. Merci beaucoup. Qui a envie de parler d'évolution et de créativité? En fait, en termes d'innovation et de créativité, ça va se présenter, en tout cas pour nous, un peu à tous les niveaux. Alors, dans mon bureau, qui est le bureau d'études d'industrialisation, ça va être de pouvoir pousser en fait les techniciens vers l'autonomie, parce qu'en fait, c'est en leur faisant confiance, en faisant confiance à leurs compétences, qu'on se rend compte qu'ils sont capables de trouver les solutions par eux-mêmes. Et en fait, l'innovation, elle est là, c'est de se dire
quels moyens on met en œuvre pour que la personne ou l'équipe puisse trouver la solution par lui-même et chercher hors des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, c'est pas des grandes innovations chez nous, enfin en tout cas pas au sens qu'on pourrait l'imaginer, mais en fait c'est du quotidien. Très bien, c'est laisser finalement les gens libérés de certaines contraintes, de s'affranchir et de développer finalement, juste essayer, tester, tout à fait. Très bien, bon, le temps court, il est temps de conclure. Je vous remercie toutes et toutes pour vos interventions qui nous ont permis en tout cas de porter un autre regard, un nouveau regard sur vos métiers et le secteur du naval. Je voulais aussi remercier particulièrement François Lebarz, Aurélie Drezen et leurs équipes aussi pour nous avoir accompagnés dans la préparation de cette émission depuis plusieurs mois, parce que voilà, on le fait, ça a l'air simple, mais c'est quand même beaucoup de temps pris chacun pour le préparer. Donc un grand merci, ça a été vraiment un très grand plaisir de pouvoir faire ce travail ensemble et de réaliser cette émission. Je vous donne, moi, rendez-vous en tout cas le mois prochain. Alors là, de la Bretagne, on part en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'on va atterrir à Marseille, où nous serons le 20 novembre prochain chez Honnête Technologies. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les services d'ingénierie, de maintenance et de décontamination pour les industries nucléaires et sensibles, qui offre différentes solutions au niveau de la sûreté et de la sécurité qui sont évidemment intrinsèquement liées à ces différents secteurs. Donc, nous serons aussi le 20 novembre prochain en pleine semaine de l'industrie. Donc, nous aussi, nous avons donc nos actions dédiées et nous serons là avec un public de scolaires et d'adultes aussi. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour ce rendez-vous particulier. Et dès demain, vous aurez en tout cas la mise à disposition d'un replay. Normalement, dans le lien que vous avez reçu, vous avez un lien qui vous y conduit d'ores et déjà. Merci à vous d'avoir été fidèles à cette émission. Et puis, si vous avez d'autres questions, utilisez le MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur et son forum pour poser toutes vos questions. On vous répondra sans faute. Voilà, très bonne fin d'après-midi. À très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.